C'est parti pour le second épisode de l'exemple 2 de l'étude de la courbe définie en coordonnées polaires par r de θ égale 2 plus pi divisé par 3θ moins pi. Dans l'épisode précédent, nous avons calculé la dérivée, nous avions après étudié le signe de la dérivée, puis établi le tableau de variation, et nous avions également démontré que la tangente en m de pi sur 6 était dirigée par le vecteur u indice pi sur 6. On avait également commencé à faire le tracé de la courbe, mais on va préciser tout ça maintenant. Donc dans un premier temps, si l'on regarde de près le tableau de variation, on voit que lorsque on a θ qui tend vers plus ou moins l'infini, le r de θ tend vers 2. Donc a priori on a une branche infinie à étudier, mais c'est une branche infinie assez particulière, puisque le fait que r de θ tende vers 2, ça signifie en fait que la distance de l'origine au point m de θ s'approche de plus en plus de 2. Et donc ça veut dire que les points sont de plus en plus près du cercle vert ici, qui est à distance, avec tous les points qui sont à distance 2 de l'origine. Donc ça veut dire, en gros, que dans cette situation-là, on parle d'un cercle qui est asymptote à la courbe, et ça veut vraiment dire que lorsque θ tend vers moins l'infini ou lorsque θ tend vers plus l'infini, on va avoir les points de la courbe qui s'approchent de plus en plus du cercle vert ici. Donc ça, maintenant qu'on en a parlé, on va pouvoir essayer de visualiser un peu. Donc là, je viens de placer ici le point M de moins 4pi, juste pour fixer un peu les idées, c'est-à-dire que ici, quand θ est entre moins l'infini et pi sur 6, donc là, quelque part, on a le moins 4pi, et ça veut donc dire que lorsqu'on θ va aller de moins l'infini vers moins 4pi, il faut se dire que, de toute façon, les points le θ va pas arrêter de tourner, donc c'est-à-dire que si on pense moins l'infini, on peut penser moins 5000 pi, et puis après quand on va venir petit à petit vers moins 4 pi, il y aura peut-être du moins 5000 pi, moins 123 pi, et puis etc., tout un tas de valeurs, et on va venir petit à petit vers moins 4 pi. Mais ça veut dire donc que le θ va pas arrêter de tourner, ça va faire plusieurs tours pour finalement arriver vers m de moins 4 pi. Donc ce qui se passe ici, ça veut vraiment dire que les points, quand θ est proche de moins l'infini, les points sont très très proches à l'intérieur du cercle, du cercle vert, là. Et puis petit à petit, en fait, on va arriver jusqu'à m de moins 4pi. Et à partir de m de moins 4pi, c'est-à-dire ici, quand on va aller de moins 4pi à pi sur 6, eh bien on va avoir le r qui diminue de plus en plus, donc ça veut dire que les points vont s'approcher de plus en plus, mais avec m θ allant de moins 4pi à pi sur 6, qui va quand même continuer à tourner. Donc pour se fixer un peu les idées, on va présenter ça sur une animation, mais on va pas faire de moins l'infini jusqu'à moins 4pi, je vais pas mettre de courbe, parce que c'est vraiment une situation où les points sont très très proches du cercle, et donc on voit pas grand chose, mais on va surtout là partir de moins 4pi, et voir comment ça va aller petit à petit jusqu'à pi sur 6, en imaginant bien du coup, comme je disais, que θ qui n'arrête pas de tourner, et le r allant de plus en plus vers 0, ça veut dire que les points vont s'approcher de plus en plus de l'origine. Donc voyons ça un peu ici. Donc là, on tourne dans le sens positif. Donc θ est parti de moins 4pi, il prend des valeurs de plus en plus grandes. Donc là, maintenant, il va arriver à moins 2 pi, le θ, mais à chaque fois, le r est de plus en plus petit. Donc en fait, à chaque fois qu'on voit le rayon mauve là qui correspond à R, si on veut, en fait ça diminue et ça finit par arriver jusqu'à 0, et on est arrivé au point m de pi sur 6. Donc c'est vraiment là, ce qui n'a pas été dessiné, si on veut, c'est entre moins l'infini et pi sur 6, entre moins l'infini et moins 4 pi ici. En fait, c'est comme si ici sur le tracé, en fait là, quand on est en m de moins 4 pi, il faut réussir à voir que la courbe va continuer, et elle va elle va vraiment se situer entre la courbe jaune qu'on a là et le cercle vert qui est là. Et ça va pas arrêter de tourner, et donc ça va se glisser là à chaque fois entre les deux là. Et puis plus ça va aller, plus ça va s'approcher du cercle vert.
Donc ça c'était et donc au bout d'un moment en fait la courbe elle va être confondue quasiment avec enfin au niveau visuel au moins on verra pas la différence entre la courbe et le cercle. Donc c'est pour ça que ça je l'ai pas mis en évidence là sur le dessin pour pas surcharger le dessin, mais c'est quand même ça qu'il faut imaginer, et c'est pour ça qu'en fait quand ça vient de θ qui tend vers moins l'infini, en fait c'est vraiment la courbe qui est quasiment sur le cercle vert et qui petit à petit en fait se détache du cercle vert vers l'intérieur, et puis comme je dis au bout d'un moment ça arrive là en m de moins 4pi, et puis on a la courbe qui a été tracée là dans la petite animation, avec le r qui diminue, donc on a les points qui s'approchent de plus en plus, et qui finissent par arriver au point m de pi sur 6, qui avait le r qui était nul, donc on était à l'origine, et on voit que la courbe ici, là, quand elle arrive en m de pi sur 6, eh ben elle respecte la tangente ici qui a été écrite, qui correspondait à u indice pi sur 6. Donc là, la courbe, elle arrive pas n'importe comment, elle est vraiment le long de la tangente ici, en m de pi sur 6. Donc voilà pour, si on peut dire, la première partie de la courbe, lorsque θ va de moins l'infini jusqu'à pi sur 6. Donc maintenant, on va se concentrer sur l'autre morceau qui vient après, c'est-à-dire la partie qui va de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3. Donc quand θ est entre pi sur 6 et pi sur 3, ça veut dire qu'ici, sur le dessin, on a ce que je viens de mettre là en pointillé, donc qui correspond à l'angle pi sur 6, et il y a celle qui était déjà présente ici, la droite là en pointillé, qui correspondait à pi sur 3. Donc, comme le R entre pi sur 6 et pi sur 3, le R il est négatif, ben ça veut dire que quand θ ici va aller de pi sur 6 vers pi sur 3, comme le R est négatif, les points vont se retrouver de l'autre côté. Donc ils vont se retrouver dans le secteur bleu là qui est ici. Et si on fait abstraction du signe, c'est-à-dire si on pense en termes si on pense à valeur absolue de R de θ, si on veut, mais en valeur absolue, le R de θ va prendre des valeurs qui seront de plus en plus grandes. Donc ça veut dire qu'on est à l'origine, parce que en pi sur 6, quand θ vaut pi sur 6, le R est nul, donc on est vraiment à ce point-là, et puis plus θ va aller vers pi sur 3, plus les points vont s'éloigner de l'origine, pour finalement arriver quelque part ici dans cette zone-là. Mais pour savoir précisément où est-ce qu'ils vont arriver, et quel est leur comportement, si on peut dire, eh bien il va falloir étudier la branche infinie qui correspond à θ tend vers pi sur 3 moins, c'est-à-dire quand θ tend vers pi sur 3, mais en étant plus petit que pi sur 3. Donc ici la partie gauche du tableau de variation. Donc lorsqu'on veut étudier une branche infinie comme ça en coordonnées polaires, nous on décide en GMP là de se ramener aux coordonnées cartésiennes. Alors si vous faites une recherche sur Google, vous pourriez très bien trouver un cours spécifique sur qu'est-ce qu'il faut faire pour étudier une branche infinie quand on est en coordonnées polaires. Bon, ici c'est aussi dû à une question de temps pour aborder les branches infinies, et donc je fais la version courte en quelque sorte, en me contentant de dire on fait comme si on était en coordonnées cartésiennes. Donc pour faire comme les coordonnées cartésiennes, faut déjà exprimer les coordonnées cartésiennes en fonction des coordonnées polaires, mais ça on en a déjà parlé dans la vidéo qui présentait les coordonnées polaires, et donc on sait que l'abscisse x est donnée par r de θ cos θ, et l'ordonnée y est donnée par r de θ sinus θ. Et donc on fait vraiment une étude de branche infinie, comme on l'a vu pour les coordonnées cartésiennes. Donc si on revient sur le cours qui correspondait aux coordonnées cartésiennes, enfin l'étude des branches infinies dans le cadre des coordonnées cartésiennes, il faut déjà savoir si on est dans le cas 1, 2 ou 3, en allant déterminer en fait les limites de x et de y quand t tendait vers le paramètre qui nous intéressait. Donc ici le paramètre qui nous intéresse c'est pi sur 3, et puis précisément même pi sur 3 moins, et notre variable c'est plus t mais c'est θ. Donc nous ce qu'il nous faut, c'est déjà dans un premier temps d'aller évaluer la limite de x de θ et la limite de y de θ quand θ tend vers pi sur 3 moins. Donc dans un premier temps, pour avoir la limite de x de θ, on s'intéresse déjà à cos θ, mais sa limite lorsque θ tend vers pi sur 3 moins, c'est cosinus pi sur 3, et cosinus pi sur 3 ça fait 1/2. Et donc là le cos θ tend vers 1/2, le r de θ on a déjà vu qu'il tendait vers moins l'infini, donc quelque chose qui tend vers moins l'infini multiplié par quelque chose qui tend vers 1/2, ça tend vers moins l'infini. Après à peu près de la même façon, le sinus θ lui il tend en fait vers sinus pi sur 3 qui fait racine de 3 sur 2, et comme on le multiplie par r de θ
qui tend toujours vers moins l'infini, y tend aussi vers moins l'infini. Donc on a l'abscisse et l'ordonnée qui tendent toutes les deux vers moins l'infini. Alors dans le cours sur les branches infinies, on voit qu'on est dans le cas 3, l'abscisse et l'ordonnée tendent vers l'infini. Donc dans ce cas-là, il nous faut étudier la limite du quotient y sur x. Donc il nous faut maintenant la limite de y de θ sur x de θ, lorsque θ évidemment tend vers pi sur 3 moins. Donc on remplace y de θ, x de θ par leur expression, sauf que comme on a r de θ en produit au numérateur et dénominateur, on peut simplifier par r de θ, qui nous donne sinus θ sur cos θ, et on reconnaît en fait tangente θ. Et la limite quand θ tend vers pi sur 3 moins de tangente θ, en fait c'est simplement tangente du nombre pi sur 3, c'est-à-dire racine de 3. Donc là maintenant on sait que la limite du quotient, c'est le réel racine de 3. Donc on regarde dans le cours, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien là on était dans le cas 3, on avait dit, si la limite de y sur x est égale à l'infini, c'est pas ce qu'on a, égale 0 non plus, nous on est dans le cas là où on a trouvé un réel pour limite. Dans ce cas-là, il nous faut la limite de y moins ce réel fois x. Donc comme nous on a trouvé racine de 3, le a ici c'est racine de 3, et on a une nouvelle limite à calculer. Donc il nous faut cette limite-là. Donc on va déjà exprimer y de θ moins racine de 3 fois x de θ, c'est-à-dire ce qu'on a ici. On remplace à partir de ce que l'on connaît sur x et y, ça nous donne ça, et on peut pour commencer mettre r de θ en facteur. Bon, maintenant que r de θ, on sait que c'est en fait, depuis le début, 2 plus pi sur 3θ moins pi, on va pouvoir multiplier ça par cette expression-là, et en développant, ça nous donne en fait 2 fois tout ce qu'on a dans les parenthèses, plus pi sur 3θ moins pi multiplié par ce qu'on a dans les parenthèses, ce qui nous donne ce qu'on a écrit ici. Et donc on voit que l'expression qui nous intéresse, c'est la somme de deux expressions, donc il y a celle-ci, plus la deuxième qui est le quotient qu'on a là. Donc en termes de limite, on va séparer les calculs de limite, on va chercher la limite du premier terme qu'on avait à gauche, et dans un second temps, on va calculer la limite du terme qu'on avait à droite. Donc pour la première ici à gauche, c'est pas très compliqué, puisque en pi sur 3, il n'y a aucun souci. Le sinus θ tend vers sinus pi sur 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, et le cosinus θ, il tend vers cosinus pi sur 3, c'est-à-dire 1/2. Bon, par contre ici, racine de 3 sur 2 moins racine de 3 fois 1/2, ça fait 0, donc la limite c'est 2 fois 0, donc 0. Bon, alors maintenant on garde ça dans un coin, et on s'intéresse à l'autre limite. Alors celle-là est un peu plus délicate à déterminer, parce qu'on a affaire à une forme indéterminée. C'est-à-dire que si on regarde bien, quand θ tend vers pi sur 3, le dénominateur tend vers 0, mais le numérateur tend aussi vers 0. Donc on va avoir une limite avec une forme indéterminée, 0 sur 0, et on va être obligé là d'être un peu astucieux pour contourner le problème. Donc, pour contourner le problème, on commence par mettre 3 en facteur au dénominateur, donc comme ça on a 3 fois en fait θ moins pi sur 3, et en gros là, dans le quotient qu'on a ici, il faut reconnaître, même si c'est pas si évident que ça, il faut reconnaître un taux d'accroissement. Alors précisément, c'est quoi un taux d'accroissement? C'est ce que l'on a vu a priori au lycée lorsqu'on a défini le nombre dérivé d'une fonction en termes de limite. C'était la limite d'un taux d'accroissement. Donc pour une fonction f dérivable, a priori, allez, si on veut pas trop s'embêter sur toute r, et le taux d'accroissement c'est f de x moins f de a divisé par x moins a. Et justement, lorsqu'on fait la limite quand x tend vers a de ce taux d'accroissement-là, c'est exactement le nombre dérivé de la fonction en petit a. Et donc on va appliquer ce résultat-là ici, et donc pour faire ça, on va poser f de θ, puisque nous ici notre variable c'est θ, c'est pas x, et pour f de θ, on va prendre ce qu'on a au numérateur ici. Donc sinus θ moins racine de 3 fois cos θ. On va aussi prendre a qui vaut pi sur 3, et donc déjà, en prenant a qui vaut pi sur 3, on voit que f de a, donc ça va être f de pi sur 3, on remplace, ça nous fait à peu près le même calcul qu'on a fait tout à l'heure ici dans la limite, et on voit que ça fait 0. Donc maintenant qu'on a dit ça, ça veut dire qu'en fait ici, au numérateur là, c'est f de θ, mais c'est aussi f de θ moins f de pi sur 3, puisque f de pi sur 3 vaut 0. Donc on a f de θ moins f de pi sur 3 divisé par θ moins pi sur 3, et ça c'est exactement
un taux d'accroissement, comme ici. Donc quand on fait la limite, quand θ tend vers pi sur 3 moins, en gros, le pi sur 3 quand on produit là, celui-là de toute façon il va pas bouger, mais la limite par contre du deuxième quotient, là c'est la limite du taux d'accroissement qu'on a là, donc la limite ça va être f' calculé en pi sur 3. Donc ça nous fait vraiment comme limite pi sur 3 multiplié par f' calculé en pi sur 3. Donc pour évaluer si on veut f' de pi sur 3, il nous faut maintenant f' de θ, puisque là on avait f de θ. Donc maintenant on calcule f' de θ, on sort son formulaire de dérivation, et puis ça nous donne directement cos θ plus racine de 3 fois sinus θ. Donc maintenant on peut évaluer en θ égale pi sur 3, donc c'est-à-dire que ça fait f' de a, puisqu'on a dit que a était égal à pi sur 3, ça nous fait cosinus pi sur 3, ce qui fait 1/2, plus racine de 3 fois sinus pi sur 3, qui vaut racine de 3 sur 2. Donc ça fait 1/2, plus, donc racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3, donc ici on a 3/2. Donc 1/2 plus 3/2, ça fait 4/2, c'est-à-dire 2. Donc en fait ici, f' de pi sur 3, c'est 2. Et donc la limite que l'on cherche là, en fait c'est pi sur 3 fois 2, donc on peut aussi écrire 2pi sur 3. Donc à l'arrivée, on avait la première limite qu'il nous fallait, ça donnait 0, et la deuxième, ça nous donne 2pi sur 3. Donc comme y de θ moins racine de 3x de θ, c'était la première expression plus la deuxième, la limite, ça va faire 0 plus 2pi sur 3, c'est-à-dire 2pi sur 3. Donc là, avec cette information-là, si on revient sur le cours, en fait, lorsque l'on a, le cours autour des branches infinies, en coordonnées cartésiennes, quand la limite de y moins ax ici, là, donne un nombre réel, une constante réelle, c'est-à-dire c'est pas l'infini, comme le cas du dessus, donc nous on avait trouvé 2pi sur 3, eh bien on a obligatoirement une asymptote oblique qui est d'équation y égale ax plus b. Donc ici ça nous donne une asymptote oblique aussi, qui est la droite d'équation y égale x racine de 3 plus 2pi sur 3. Donc maintenant on revient à la courbe, et on va voir ce que ça nous permet de faire au niveau de la courbe. Donc maintenant, première chose, comme on est vraiment là, ici, dans la zone bleue, là, on va déplacer un petit peu l'origine du repère. Donc on est vraiment dans cette zone-là. Il nous faut tracer la droite d'équation y égale x racine de 3 plus 2pi sur 3. En fait, comme on a vu que ici c'est racine de 3, le coefficient directeur, mais on a vu que c'était tangente du nombre pi sur 3, donc ça veut dire en fait que le coefficient directeur de la droite, il est en fait, c'est le même en fait que la droite qu'on a ici là, qui était définie par l'angle θ égale pi sur 3. Donc la droite qui est asymptote, elle est parallèle à cette droite-là. Là. Et ensuite, comme le plus de pi sur 3, donc ça 2pi sur 3, c'est l'ordonnée à l'origine, eh bien en fait on sait que la droite va passer par la valeur de pi sur 3 sur l'axe des ordonnées. Bon, alors pi c'est à peu près 3 et quelques, donc quand on divise par 3 ça fait un peu plus que 1, et donc multiplié par 2 ça fait un peu plus que 2. Bon, et quand on fait le tracé, ça nous donne cette droite-là, donc on voit là l'ordonnée à l'origine qui est un peu plus haute que 2, puisqu'on avait dit que c'était pi qui valait 3/14, donc c'était 3/14 sur 3 qui faisait un peu plus que 1, donc multiplié par 2 ça faisait un peu plus que 2. Et étant donné ça, ça nous donne après notre droite rouge qu'on a ici. Donc si on revient maintenant sur le tableau de variation, θ est entre pi sur 6 et pi sur 3. Donc quand θ est proche de pi sur 6, en fait là on est à l'origine, et puis plus θ va tourner et aller de plus en plus vers pi sur 3, ça veut dire en fait que le R lui va prendre des valeurs de plus en plus grandes, c'est-à-dire que les points vont s'éloigner de plus en plus de l'origine, mais par rapport à ce qu'on vient de raconter, ils vont pas s'éloigner n'importe comment, ils vont s'approcher de plus en plus de la droite asymptote, c'est-à-dire de la droite rouge qu'on a ici. Donc si on met ça un petit peu en animation, ça va nous donner ça. Donc on voit là donc le démarrage, avec donc les points qui sont, les R qui sont proches de 0 et qui de plus en plus vont tendre vers moins l'infini, et donc ça veut dire qu'on a des points qui s'éloignent de plus en plus avec des points qui s'approchent de la droite asymptote. Bon, et là on est sorti du cadre, donc ici ça nous donne une courbe comme ça. Donc ça c'est vraiment une étude de branche infinie qui permet d'être très précis sur où va la courbe. Et précisément ici, on voit qu'elle suit cette fameuse droite rouge.
Donc maintenant, on a réglé le cas de θ qui est dans moins l'infini pi sur 3, donc exclu en pi sur 3. Donc maintenant, il nous reste l'autre partie qui est de pi sur 3 jusqu'à plus l'infini. Donc on revient sur ce qu'on doit faire, et ce qu'on doit faire, c'est notamment la branche infinie quand θ tend vers pi sur 3 plus, c'est-à-dire quand on est à droite de pi sur 3, puisqu'on a vu que le R de θ tendait vers plus l'infini, c'est-à-dire ici. Donc c'est cette branche infinie-là qui nous intéresse. Donc si on regarde bien, le démarrage, en fait, quand on est juste à droite de pi sur 3, on va se retrouver dans le secteur bleu qui est ici, c'est-à-dire que on a θ qui vaut pi sur 3, on va donc prendre des valeurs de plus en plus grandes qui vont peut-être par exemple aller jusqu'à pi sur 2, ce qui décrit vraiment le secteur bleu là qu'on voit apparaître ici. Et l'idée c'est que on va avoir comme le R tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand θ est juste un petit peu au-dessus de pi sur 3, c'est-à-dire que là quand on est un petit peu au-dessus de pi sur 3, on va avoir le R qui tend vers l'infini, donc c'est-à-dire que les points vont être super loin ici, et petit à petit, ils vont donc s'approcher de plus en plus de l'origine, et comme j'ai pris la pi sur 2, on va s'approcher de plus en plus du point m de pi sur 2. Alors si on fait le calcul ici, si on remplace θ par pi sur 2, donc ici ça fera 3 pi sur 2 moins pi, ça fait pi sur 2, pi divisé par pi sur 2, ça fait en fait 1 divisé par 1,5, donc ça fait 2, plus 2, ça fait 4. Et donc en fait, m de pi sur 2, il est ici, puisque justement, l'angle pi sur 2, il est là, et le r qui vaut 4, on le trouve ici. Donc ça veut dire, comme je disais là, quand θ entre pi sur 3 et pi sur 2, on a des points qui sont très très loin ici, et ils vont s'approcher de plus en plus de pi sur 3 avec un r qui diminue. Mais là encore, il faut se demander, quand on se dit, quand θ tend vers pi sur 3, et au-dessus de pi sur 3, mais proche de pi sur 3, on sait que les points vont être dans la zone là, très loin, mais on ne sait pas exactement où ils sont. Donc c'est bien pour ça qu'il faut faire l'étude de la branche infinie quand θ tend vers pi sur 3+. Alors là, il se trouve que c'est à peu près les mêmes calculs que pour θ tend vers pi sur 3-. Donc on se ramène aux coordonnées cartésiennes, on regarde comment ça marche en coordonnées cartésiennes, on fait la limite de x, on trouve plus l'infini, la limite de y, on trouve plus l'infini aussi, donc c'est exactement le même genre de calcul que l'on a fait pour θ tend vers pi sur 3-, donc c'est pour ça que je m'étends pas là-dessus. Pour la même raison aussi, on va faire la limite de y sur x, ça va donner la limite de tangente θ, et là encore ça nous fait racine de 3, et donc comme tout à l'heure, on fait la limite du coup de y moins racine de 3 fois x, et ça nous fait exactement les mêmes calculs, et on récupère de pi sur 3. Donc en résumé, ça nous fait exactement la même droite qui est asymptote à la courbe. Donc si on revient à la courbe, eh bien en fait, la droite rouge qu'on avait tracée ici, en fait, elle est asymptote à la courbe de ce côté-là, mais elle est aussi asymptote à la courbe du côté au-dessus, quoi, si on veut. Donc ça, c'est ce que l'on va exploiter. Donc si on fait un zoom comme ça, et donc, petite animation pour illustrer ça. Donc là, on est hors cadre, mais c'est parce que les points sont très très loin, et puis ils vont arriver dans le cadre maintenant. Et donc le R diminue, le θ donc va de pi sur 3 vers pi sur 2, donc on est en train de tourner, mais avec le R qui diminue, et on va aller s'approcher de plus en plus ici ou récupérer au moins le point M de pi sur 2. Ainsi que comme on le voit ici. Donc maintenant, ce qu'il reste à voir, c'est la dernière partie de la courbe, c'est-à-dire que là on est à θ qui vaut pi sur 2, et maintenant il faut aller vers plus l'infini. Donc ce qu'il faut piger dans cette affaire-là, c'est que comme on est arrivé ici en pi sur 2, quand θ va prendre des valeurs de plus en plus grandes pour aller vers plus l'infini, ça veut dire que θ va continuer à tourner. Mais il va tourner comme ça à l'infini, et il va tourner de plus vraiment oui à l'infini. Bon, et donc du coup nous ce que l'on voit c'est au niveau du R, le R lui, donc il est à 4 là pour l'instant, et il va diminuer de plus en plus vers 2. Donc ça veut dire que quand on est là en m de pi sur 2, ça va tourner, donc on va s'approcher, ça va descendre de plus en plus vers 2, donc ça veut dire que ça va, en fait la courbe, elle va s'enrouler autour du cercle vert, mais en restant à l'extérieur du cercle vert, parce que là quand ça tend vers 2, c'est forcément avec des valeurs plus grandes que 2, et donc on va être à l'extérieur du cercle, mais la courbe va s'enrouler de plus en plus autour du cercle, jusqu'à quasiment se confondre avec le cercle.
Donc on va regarder ça aussi sur une petite animation. Et ça nous donne ça, mais c'est vraiment l'illustration un peu plus concrète de ce que je racontais précédemment. Et donc on voit comment petit à petit la courbe en fait s'enroule à l'extérieur du cercle. Et donc c'est là qu'on parle vraiment de cercle asymptote. Bon. Et en fait, là, on arrête l'animation, mais a priori, ça continue à l'infini. Et donc, comme je disais, la courbe, elle s'approche de plus en plus, quitte à quasiment à un moment, de toute façon, se confondre avec le cercle. Enfin, au niveau du dessin, on a l'impression que ça se confond, quoi. Donc, si on regarde maintenant la courbe dans son ensemble, ça nous donne à peu près ça. Et donc, ça nous fait on voit apparaître au moins justement là la droite qui est asymptote et ici le cercle qui est asymptote. Bon, et voilà pour cet exemple-ci. Alors c'est normal de trouver cet exemple 2 plus compliqué que l'exemple 1, mais c'est aussi un exemple très intéressant pour voir comment aborder des branches infinies et pour comprendre comment apparaissent les spirales dans les cas de courbes en polaire.